Ensuite, donc pour continuer sur les incontournables de la prévention, avant toute chose, quand on est en présence d'un trouble du comportement, il faut bien sûr, comme on l'a vu avec l'analyse des causes écologiques, là, des antécédents à plus long terme, on écarte bien sûr une cause physiologique. Donc, c'est-à-dire que, en apprenant aussi à connaître les enfants avec qui on travaille, on finit par cerner que là, c'est bizarre parce que habituellement ça se passe bien, et puis il y a pas mal de troubles du comportement aujourd'hui. Bah oui, mais il y a certains enfants, le lendemain, on voit qu'ils sont malades, ils ont une angine, un rhume, je ne sais quoi, qu'ils étaient en train de le couver, et que du coup, voilà, c'était une cause physiologique, et que c'était pas en fait dépendant de l'environnement dans lequel on était directement. C'était quelque chose d'interne. Donc c'est important de quand même bien connaître la personne et d'être sûr qu'on n'est pas en train de pousser dans un sens alors que le problème est interne. D'avoir bien sûr un environnement riche, donc qui passe par le pairing, mais aussi, comme on va le voir juste après, par le renforcement non contingent. Et tout simplement, je veux dire, n'importe quel environnement, pour un enfant autiste ou pas, pour une personne en général en fait, un environnement, on va dire, où la personne n'est pas en frustration, c'est un environnement qui est riche en termes d'activités dans lesquelles il est possible de s'engager, en nouveautés, en source de renforcement en gros, et aussi en attention, que forcément les personnes ne soient pas laissées de côté. Je veux dire, même dans une situation entre adultes, au travail, si une personne elle est tout le temps laissée à part des conversations, en gros, qu'elle n'a pas accès, comme tout le monde, à de l'attention de la part des autres, elle va pas bien le vivre. Et c'est quelque chose, au-delà de l'autisme, qui est assez humain, et que n'importe quel environnement, de travail ou pas, il doit être riche en sources de renforcement, qu'elles soient tangibles ou sociales ou autres. Et avoir donc un environnement confortable, bien sûr. Ça signifie qu'il faut un petit peu réfléchir aussi à l'aménagement de notre environnement. Si on met un enfant avec sur une table de grand, avec une petite chaise, et qui lui arrive, j'exagère, mais que ça lui arrive là, il va pas être et qu'on lui demande de faire des tâches d'appariement ou je ne sais quoi, il va pas être confortable pour pouvoir scanner le matériel et répondre correctement à la tâche. Donc c'est important d'avoir aussi un environnement qui est adapté en fait à l'âge de l'enfant et à son développement, et puis à ses centres d'intérêt. Donc c'est ce que je disais en fait, notre acte 3 en gros des incontournables de la prévention, ça va être le renforcement non contingent. Donc qu'est-ce que le renforcement non contingent? En gros, c'est le fait de pouvoir délivrer du renforcement de manière régulière, sans qu'il y ait spécialement une exigence en jeu. Donc c'est un programme temporel, puisqu'on va délivrer à intervalles réguliers du renforcement, qui est indépendant du comportement de la personne, et puis sur un intervalle défini. Et donc l'effet, en fait, c'est que si on donne des sources de renforcement gratuitement, sans effort, assez disponibles, il n'y a pas de raison que, si on a bien cerné forcément les sources de renforcement de la personne, il n'y a pas de raison que la personne, elle s'engage dans des troubles du comportement pour y accéder, parce que c'est disponible. Et sans effort. Donc pour le schématiser, c'est un petit peu ça. On a notre axe du temps et à intervalles réguliers. Alors l'intervalle, il peut être fixe ou il peut être variable, selon ce qu'on décide. Donc à intervalles réguliers, il va avoir du renforcement qui est délivré. Donc si on a c'est quelque chose, par exemple, dans un environnement de classe, si on a un élève qui a beaucoup de recherche d'attention inappropriée, on peut essayer de prendre ce qu'on appelle une ligne de base, c'est-à-dire actuellement, sans qu'on mette en place une intervention sur du renforcement non contingent, actuellement l'enfant, à quelle fréquence il va faire des troubles du comportement pour obtenir de l'attention. Donc si par exemple on remarque que 5 fois par heure, et on va dire en langage ordinaire, il va faire sa connerie pour obtenir de l'attention, nous on va se dire 6 fois par heure, on va essayer de se mettre un peu au-delà pour éviter
pour anticiper l'apparition, on va délivrer de l'attention de manière non contingente. C'est-à-dire, on ne va rien exiger de l'élève, on va juste passer le voir. « Oh, bah super, comme tu fais ton travail, chouette comme tu te comportes cet après-midi », ou autre chose, hein, une forme d'attention que l'élève aime bien. Et puis, on va le délivrer. Alors, on peut avoir, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, parmi les outils de mesure, quelque chose qui s'appelle un motive aider, motive, M-O-T-I-V, apostrophe aider, A-I-D-E-R. Donc c'est un appareil en fait qu'on peut programmer sur un intervalle de temps. Par exemple, je mets 2 minutes, 15 minutes, enfin je mets le temps qui est prévu. Et puis à chaque intervalle de temps, il va vibrer ou biper, enfin ce que je choisis comme mode d'interpellation en gros. Et il va me rappeler que moi, je dois les délivrer du renforcement. Parce que ces programmes de renforcement non contingent, ce qui peut être difficile, c'est que je dois tout le temps surveiller, bon, où est-ce que j'en suis dans l'intervalle? Est-ce que c'est maintenant que je dois aller délivrer du renforcement? Alors que je suis en train d'être dans d'autres tâches. Et donc, c'est des petits outils bien utiles qui nous permettent de pratiquer ces programmes sans que ça nous demande un effort supplémentaire de porter attention à l'intervalle. Hop. Donc le renforcement non contingent, pareil, je vais reprendre un petit peu les différentes fonctions du comportement. Il peut être délivré, par exemple, pour la recherche de renforcement social. Donc c'est ce que j'expliquais, l'attention non contingente. Pour l'échappement, c'est donner des pauses à intervalles réguliers. C'est-à-dire que voilà, j'ai cerné que mon enfant, en gros, il est capable, enfin l'enfant avec qui je travaille, il est capable de répondre à un certain nombre de tâches où moi je contrôle le degré de difficulté. Enfin, on verra après tout ce qu'il faut contrôler pour qu'une tâche, pour pas provoquer d'échappement, en gros. Voilà, je me rends compte que l'enfant, il peut travailler 10 minutes consécutives et qu'au-delà, il va commencer à entrer dans des troubles du comportement pour mettre fin finalement à cette situation d'apprentissage. Et donc, je me dis, moi, tout simplement, je fais en sorte que mes situations d'apprentissage, elles durent 8 minutes et j'évite ainsi que l'enfant s'engage dans des troubles du comportement. Donc, je fais du renforcement non contingent tous les 8 minutes. Je vais donner autant de temps de pause et ça permettra du coup de prévenir. Enfin, c'est de la prévention en fait sur la recherche d'échappement. Et enfin, le renforcement non contingent, quand le renforçateur en jeu, c'est du renforcement automatique. Donc, comme on avait vu, cette recherche de sensations, un moyen donc, de le mettre en place, c'est de donner accès à un accès libre en fait, à des activités préférées. Donc, si l'enfant il aime beaucoup se stimuler en faisant tourner des objets, on peut lui donner soit pareil à intervalles, soit en accès libre tout le temps sur un moment libre. On peut lui donner des toupies par exemple, parce que c'est un objet adapté pour être tourné et pas qu'il aille prendre tout et n'importe quoi à faire tourner. C'est un moyen du coup de prévenir en fait ce genre de comportement qui peut être intrusif si on n'essaye pas de le cadrer dans un type d'activité. Alors, le renforcement non contingent, son efficacité va être dépendante forcément de est-ce qu'on a bien réussi à identifier les sources de motivation. Si par exemple je me dis l'enfant là il cherche de l'attention, donc en gros il fait ses conneries en classe pour obtenir mon attention, donc moi je vais délivrer de l'attention tous les 10 minutes et comme ça va enrayer ses problèmes. Mais qu'en fait l'enfant il cherche pas de l'attention, il cherche juste à échapper à une tâche. Si je vais lui donner de l'attention de manière non contingente, ça va rien régler sur ma recherche d'échappement. Donc bien sûr que l'efficacité du renforcement non contingent, comme l'efficacité de n'importe quelle procédure, bien sûr, elle va dépendre de la bonne identification de la fonction. Comme on l'a dit, il faut que l'intervalle initial il soit suffisamment court, qu'il soit un peu inférieur à mon niveau de ligne de base, donc c'est-à-dire qu'avant mon intervention, à quelle fréquence l'enfant produit son problème de comportement. Il faut augmenter l'intervalle progressivement, pas indéfiniment bien sûr, mais on va essayer d'augmenter l'intervalle jusqu'à un taux qui est naturel en l'environnement. C'est-à-dire que si par exemple en classe, l'institut délivre de l'attention aux élèves en moyenne 2 fois par heure, on va essayer d'augmenter progressivement l'intervalle pour arriver à un taux semblable à celui des autres élèves.
Et puis voilà, il faut établir ce critère final. Donc, comme on avait dit, si c'est 2 fois par heure, notre critère final, on va le programmer. Et puis on sait qu'une fois qu'on a atteint ça, on a atteint notre objectif. Alors, en point positif, donc c'est facile à mettre en place. Ça participe également au pairing puisque je délivre des sources de renforcement de manière gratuite. Donc, c'est la définition un peu du pairing. Et puis, par contre, ça peut en désavantage, on va dire, de cette procédure, c'est que ça peut diminuer la motivation à faire des efforts. Et qu'il y a aussi des comportements problèmes qui peuvent être renforcés, puisque, quoi qu'il arrive, en gros, on va, à l'intervalle prévu, délivrer du renforcement. Donc, même si l'élève il a fait le pitre dans un intervalle, au bout de mes 10 minutes, je vais quand même aller le voir et bon, je vais peut-être pas lui dire super, comme tu t'es bien comporté sur l'intervalle, je vais lui dire autre chose, mais je vais quand même aller lui délivrer de l'attention. Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure intervention pour les élèves, on va dire, pour qui, voilà, faire des efforts, on va dire pour qui l'effort tue la motivation, en gros. Et c'est peut-être pas non plus l'intervention la plus idéale quand on a des troubles du comportement fréquents parce que il va quand même avoir un renforcement des troubles du comportement. Voilà. Pour continuer un peu sur l'aménagement d'environnement dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, notamment environnement confortable, matériel adapté, etc., il faut aussi contrôler les sources de distraction. Donc on a des élèves qui peuvent être assez distractibles, on en a même certains qui ont des troubles de l'attention qui sont associés. Et donc ça va être important, par exemple, nos tâches qui requièrent le plus d'efforts, on va essayer de les faire dans un environnement calme. Les tâches en maintien ou qui demandent moins d'efforts ou qui sont naturellement plus motivantes, là on peut peut-être moins être attentif, mais ça va être important quand on demande beaucoup d'efforts de pouvoir contrôler, si ça a une influence, les sources de distraction. Et puis, bien sûr, contrôler les sources de renforcement. Il ne faut pas que l'enfant... il faut, voilà, comme je l'avais dit au début, que le renforcement, il passe par nous. Et il ne faut pas que l'enfant il puisse s'auto-renforcer, entre guillemets, pendant qu'il ne fait pas ce qui est attendu de lui. Par exemple, on a des enfants qui peuvent échapper à une tâche, et puis donc ils vont se mettre par terre, et puis ils vont commencer des comportements d'autostimulation. Alors là, du coup, l'enfant, il trouve une source de renforcement, et il ne faut pas permettre ça. Donc là, en général, si l'enfant commence à trouver une source de renforcement en autostimulation, alors qu'il est en train d'échapper à une tâche, on va avoir recours à du blocage, on en parlera plus tard, mais voilà, il faut bien contrôler que la personne, elle n'ait pas des sources de renforcement qui sont pas censées être là au moment où elles apparaissent. Et puis bien sûr, mais ça, je pense que le message maintenant est passé, c'est que avant tout, on doit enseigner des comportements adaptés. On peut pas... on aura bien sûr beaucoup de problèmes d'échappement, de communication à travers des cris, etc. Si on n'enseigne pas un moyen de communication, si on n'a pas un environnement riche et si on n'a pas des buts adaptés. Si je veux qu'un enfant qui a 20 mots... qui a à peine 20 mots, apprennent à lire. Ça peut-être que en fait, mon objectif il n'est pas adapté, que je lui demande des efforts énormes et que c'est pour ça que j'ai des troubles du comportement. Donc, faire une bonne programmation des objectifs d'enseignement, ça fait partie des choses essentielles qui vont permettre de prévenir les troubles du comportement, de bien choisir les objectifs qui permettent à l'enfant d'obtenir du renforcement, qui sont adaptés à ses besoins, qui lui permettent tout simplement d'accéder à un environnement de plus en plus riche et qui répondent de plus en plus à ses besoins.